Bienvenue à DIAD, le balado des partenariats et de l'entrepreneuriat. À chaque épisode, partez à la rencontre des personnes créatives de la communauté de l'Université de Sherbrooke, ceux et celles qui façonnent, à leur façon, nos campus et notre monde. Apprenez tout sur l'impact concret de leurs projets dans notre société, là où la DIAD prend tout son sens. Bonjour, je m'appelle Evelyne Lacoste et grâce à ma participation à la première édition du concours de pitch de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, j'ai eu la chance qu'on m'offre ce rôle d'animer cet épisode de DIAD. Alors, je suis étudiante au doctorat à la Faculté des sciences et cofondatrice de Sphéralis Biolab. Sphéralis, c'est un projet entrepreneurial qui œuvre sur le développement de médicaments pour la médecine vétérinaire. Grâce à ce projet-là, j'ai réussi aussi à gagner le concours Créatech. C'est un concours d'entrepreneuriat technologique organisé par le Parcours Est. Et aujourd'hui, j'aurai la chance de vous présenter l'entreprise Frank Sim. Alors, en plus de ça, je vais être entourée des gens de la communauté de l'Université de Sherbrooke qui œuvrent dans l'entrepreneuriat à leur manière. Donc, tout bon projet entrepreneurial doit d'abord commencer avec un individu, une problématique et une idée innovante. D'abord, j'aimerais commencer par l'individu. Donc, j'inviterai Patrick Boissy à venir me rejoindre sur le plateau pour nous parler de son grand projet entrepreneurial qui est Frank Sim. Alors, Patrick, Frank ne peut pas parler encore. Alors, j'aimerais que tu te présentes en présentation éclair. Qui est Patrick Boissy? Qui est Frank? Qu'est-ce que Frank Sim? Merci. Bonjour Evelyne, félicitations pour ton prix Créatech. Merci. Donc, Patrick Boissy, je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine au département de chirurgie au service d'orthopédie et je suis chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Oui. Mais je suis aussi cofondateur et PDG de la compagnie Frank Sim, qui est une compagnie qui œuvre dans le domaine de la simulation médicale. Et Frank, c'est issu de mes recherches et c'est un mannequin de simulation qui sert pour la formation, l'entraînement des premiers répondants, des paramédics, du personnel de soins d'urgence. Et c'est quelque chose qu'on espère qu'on va commercialiser prochainement. Absolument. Avec beaucoup de succès. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais te demander, est-ce que Frank Sim, le nom, ça vient d'où? Bien, c'est un peu, ça date d'à peu près 6 ans, les travaux qui ont mené à le mannequin que vous voyez ici, Frank. Oui. Puis dans les développements du mannequin, à un moment donné, tous les mannequins de simulation sur le marché ont un petit nom. OK. Ils ont tous un nom. Ah oui. Puis nous, quand on a cherché un nom à ce mannequin-là qu'on était en train de faire, tous les mannequins aussi sont basés sur des humains ou des représentations humaines. Oui. Donc, des moules de personnes, des parties, des choses comme ça ici. Et nous, dans notre cas, on a fait plusieurs personnes qu'on a moulées ou qu'on a scannées et ça a donné le mannequin que vous voyez ici. Et quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, ça ressemble un peu à Frankenstein. C'est bon. Fait qu'on va l'appeler Frank. Puis là, Frank, c'était une joke interne. Ben oui. Mais c'est devenu un nom de produit, puis c'est devenu un nom de compagnie, Frank Sim. C'est excellent. Excellent. Puis là, Frank, excuse, je t'ai appelé Frank. Patrick! T'es pas la seule qui fait ça. Je me fais appeler Frank souvent. C'est bon. T'es pas tout seul là-dedans. Non. Vous êtes une équipe quand même multidisciplinaire pour développer ce mannequin-là. Là. Tout à fait. On a le privilège, justement, de l'avoir développé en recherche avec du personnel hautement qualifié. Et ce personnel hautement qualifié-là, parmi ceux-ci, j'ai mon cofondateur qui est Mathieu Hamel, qui est ingénieur biomédical avec qui je travaille depuis plus de 22 ans. 22 ans. Que j'ai eu comme étudiant à la maîtrise. OK, ça part de loin. Ça part de très loin. Puis Mathieu et moi, on a développé plusieurs innovations technologiques, dont Frank. Et à un certain moment, on s'est lancé, on s'est dit, on va faire la valorisation et la commercialisation et on va faire une compagnie. Et donc, Mathieu comme CTO. Oui. Et on est accompagné, bien sûr, des ingénieurs de recherche, des techniciens et de toutes sortes de monde qui nous aident à faire le développement, la validation et les tests. Donc, mais l'équipe fondatrice, c'est Mathieu Hamel et moi. All right. Parlant d'étudiants à la maîtrise, je pense que je vais appeler notre prochain invité qui est Marc-Antoine Doré. Parce que vous avez une histoire aussi d'étudiant professeur au départ. Hein? Donc, bienvenue Marc-Antoine. Bonjour. Alors, Marc-Antoine, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Avant de commencer à nous lancer dans l'histoire de la genèse avec Frank Sim, j'aimerais ça que tu nous parles, que tu nous fasses ta présentation éclair. Donc, qui tu es,
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parfait, oui. Donc, Marc-Antoine Doré, je suis thérapeute du sport. Et par la suite, je suis également devenu paramédic, également pompier, ce qui va être pertinent là, quand on travaille avec Frank. Et j'ai fait, dans mon parcours, j'ai fait de la recherche un peu avec Patrick, un peu à l'Université Laval. Puis maintenant, j'enseigne, je suis le propriétaire de la compagnie Centre de formation SMIC, où on fait de la formation médicale préhospitalière. Et on est très content d'utiliser Frank très régulièrement. J'ai entendu dire dans vos histoires qu'avant Frank, tu as été aussi un mannequin Oui, à absolument. ta maîtrise. Est-ce que Oui, tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'histoire oui, de absolument. Marc-Antoine qui fait le mannequin? Absolument. Donc, c'est là que moi et Patrick, on s'est rencontrés. Donc, à la fin de mon baccalauréat, Patrick faisait un projet de recherche où on testait les mouvements spinaux lors de déplacements préhospitaliers. Il y avait besoin de patients simulés. Donc, on nous collait là, des capteurs là, sur le front, sur le thorax. Et j'ai été un de ces patients simulés-là. Et donc, c'est moi qui faisais anciennement Frank. Et maintenant, bon, ça a été donné à un mannequin. J'ai perdu mon emploi, malheureusement, étudiant. C'est quoi le problème avec Marc-Antoine? Ah, c'était pas une job le fun de se faire manipuler par Non, des hein? paramédics pendant une journée de temps et de se faire brasser comme ça ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un mannequin parce Oui, c'est que ça. c'est moins dangereux pour les patients qui se font brasser, puis ça donne d'autres informations que on n'était pas capable d'avoir avec un patient simulé. Oui, c'est ça. Puis maintenant qu'on a commencé, donc on utilisait des humains au départ. Puis toi, tu as eu l'idée de peut-être qu'on pourrait rendre ça un peu plus euh, mou, si on peut dire, un peu plus malléable peut-être. Ouais, la problématique en simulation, c'est d'essayer de simuler une personne inconsciente. Puis C'est si ça. on demande à Marc-Antoine de faire la personne inconsciente puis qu'elle se fait manipuler, il va se protéger, il va faire attention. Fait que c'est très difficile de C'est simuler une ça. personne inconsciente. Puis c'est très difficile aussi c'est dangereux de manipuler quelqu'un dans différents environnements et c'est pas très confortable non plus. Donc, dans ce contexte-là, on s'est dit, ben, au lieu de mettre des capteurs sur un patient simulé, on va mettre des capteurs sur un mannequin. Ouais. Puis le mannequin, il va être articulé, puis il va bouger comme une personne inconsciente. Puis initialement, on a commencé avec un mannequin qui reproduisait ce que je faisais en recherche OK. avec Marc-Antoine et des capteurs. Puis on mesurait essentiellement le mouvement de la colonne cervicale pour mesurer les mouvements dans différents protocoles de soins où il y a des accidents suspectés, Mhm. des blessures de la colonne vertébrale. D'ailleurs, ça t'a amené, si je me trompe pas, au cirque, là, à Oui, aller au cirque, puis mes premiers aller tester débuts ça. dans le domaine ont été au Cirque du Soleil avec un ancien directeur médical du Cirque du Soleil que Marc-Antoine connaît très bien Oui, oui, aussi, oui. Oui, Ian Schreier, avec qui j'ai fait de la recherche sur cette oui. thématique-là. Moi, je suis un spécialiste en biomécanique. Moi, je mesure des choses avec des capteurs, je mesure du mouvement chez l'humain. Puis, j'ai eu l'opportunité de travailler justement à étudier les meilleures pratiques d'intervention dans le cas de Ouais, traumatisme potentiel, mais dans le cadre d'activités de cirque. le cirque, c'est ça. Et la première exposition que j'ai eue, ça a été dans les locaux. Je me souviens encore des Cirques du Soleil avec les locaux de K, le spectacle, Oui, oui, oui. avec des gens. C'était pas Marc-Antoine à ce fois-là, c'était un Ouais, c'est thérapeute du Non, effectivement c'est sport, ça. ça. mais c'était quelqu'un qui faisait la victime. Et puis, tous les thérapeutes du sport de l'ensemble de la compagnie du Cirque du Soleil sont venus agir comme participants de recherche. OK. Puis, on a étudié c'était quoi les meilleures techniques de stabilisation, mobilisation avec tout ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2012 2012, au OK. Cirque du Soleil. Puis depuis ça, ben, je suis devenu un certain, avec une expertise sur cette problématique-là. Et cette expertise-là a mené à la création d'un mannequin qui a mené à la création d'un mannequin de traumatologie et de réanimation et de soins d'urgence et avec d'autres Ouais. applications. Marc-Antoine, tu es un client partenaire. Oui, Qu'est-ce que exactement. ça veut dire? Donc, le client partenaire, donc moi, j'ai acheté des Frank à Patrick, évidemment. Puis l'objectif, c'est que nous, on l'utilise dans notre contexte de pratique, que ce soit des simulations de paramédics, de thérapeute du sport, d'incendie. Puis la relation qu'on a avec Patrick, c'est que je lui donne beaucoup de rétroaction sur le mannequin, puis ça nous permet d'améliorer le produit. Donc, moi, je suis super content parce que lui, ça l'aide.
Puis moi, ça m'aide beaucoup parce qu'après ça, le mannequin, ben, il y a un peu de nous dans tout ça parce que les commentaires qu'on lui donne, ben, ça va nous aider dans le futur. Puis le produit a évolué. Ça fait un petit peu plus qu'un an maintenant qu'on collabore ensemble. Le produit a grandement évolué. Déjà, en un an et demi, on n'est pas à la même place qu'on était il y a un an et demi. Donc, ça évolue beaucoup. Moi, je suis très content de faire partie de cette aventure-là. Oui, oui, oui. Ouais. Vas-y, Patrick. Ben, je dois mentionner que Marc-Antoine, c'est notre tueur en série de Ah oui! Frank. Parce qu'à travers ces différents tests, il a vraiment sollicité et allé aux limites et il nous a sorti un paquet de petits bobos. Ah oui! Et, Est-ce que vous avez un c'est- exemple qu'on pourrait... On en a beaucoup. Il y en a cassé beaucoup. Ouais. Il y a eu des petits bris mécaniques, il y a eu on Fracture du l'avait crâne, échappé, fracture du crâne, il y a eu des dislocation de l'épaule. dislocations de Ah oui. l'épaule, Amputation des jambes. amputation de jambes. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, dans son utilisation, il l'a vraiment. Il s'est donné, là, je pense. Frank s'est donné à la tâche et c'est à travers ça qu'on a pu justement découvrir un peu les faiblesses mécaniques et les changements de design à faire. Et Exact. c'était vraiment incroyable parce que le produit qu'on a maintenant, on peut dire qu'il a été testé vraiment. Il a été testé. Il a été ça, oui. testé comme Oh il oui, faut ah oui. et c'est grâce, entre autres, à Marc-Antoine et à d'autres clients partenaires qu'on a pu faire ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui s'est passé au marathon? Oui, absolument. Donc, dans mes toutes autres tâches connexes, je suis coordonnateur médical du Marathon de Montréal, Marathon bénévole de Montréal. Et l'an passé, quand on a fait l'acquisition de Frank, c'était la semaine, en fait, quelques jours avant le marathon, si je me souviens bien. Je suis venu le chercher le premier. Je me souviens d'avoir mis Patrick un peu sur le roche pour avoir le mannequin prêt pour le marathon. Donc, quelques jours avant le marathon, on récupère le mannequin. Et à la coordination des soins, un de mes mandats, c'est tout ce qui est direction des soins, direction de la simulation. Et Marathon de Montréal, c'est très gros. Il y a des dizaines de milliers de coureurs. Il se passe malheureusement des incidents. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé des arrêts cardio-respiratoires à différents endroits avec Frank. Et dès sa première utilisation, là, Frank a fait, dans une fin de semaine, il a dû faire une centaine de simulations d'arrêt cardio-respiratoire. On a pratiqué, on était avec des étudiants paramédics, entre autres, qui l'ont pratiqué à répétition dessus. Ils ont testé des nouvelles techniques d'automasseur, des dispositifs qui font le massage cardiaque pour eux. Et tout ça, là, grâce à Frank. Et dans la fin de semaine, malheureusement, il y a eu quelques arrêts cardiaques. On en a eu 3 en 2023, pardon. Et les 3 ont été réanimés. Et 2, particulièrement comme on l'avait pratiqué. Et la Super. rétroaction C'est que j'ai eue une des gens, c'était pareil comme quand on l'a pratiqué avec Frank. Le Incroyable. feeling était le même. Et donc, on peut dire que Frank a indirectement sauvé 2 vies Absolument. cette fin de semaine-là. On Oui. peut le dire. Je pense Absolument. que c'est un... Non, C'est cool d'avoir... C'est le fun moi, d'avoir j'en reviens toujours pas. Tu sais, commentaires comme quand on ça. se lance dans ces affaires-là, c'est parce qu'on veut avoir un impact. Absolument. Puis on pense tu sais, qu'à travers ce qu'on fait, on espère qu'on va avoir un impact. Puis on venait de commencer, puis Ça a bien commencé. ça a bien Ça a bien commencé, puis on commencé. espère pouvoir continuer dans cette lancée-là. J'aimerais savoir à quel moment tu t'es dit que Frank avait un potentiel pour une entreprise et n'aurait pas seulement servi pour la recherche ou l'enseignement. Donc, à quel moment tu t'es dit, ouais, ça, là, il y a un potentiel là-dedans? Ben, je dirais que mon virage vers l'entrepreneuriat scientifique, c'était une façon, suite à mes expériences en recherche où j'ai développé d'autres innovations dans le cadre de mes recherches, j'ai essayé de valoriser ces innovations-là. Puis je me suis rendu compte finalement que pour assurer la maturation puis la valorisation de ces innovations-là, Mhm. il fallait peut-être regarder ailleurs que le modèle traditionnel. Puis l'entrepreneuriat scientifique avec la création d'une entreprise, c'est un moyen finalement d'accélérer et de transférer Ouais, les résultats de l'innovation au marché et avoir un impact. ouais, Fait que de ce côté-là, le mannequin, c'est quand même 6 ans de recherche, on va se le dire, absolument. Ah oui, non, ça... dont les 2 dernières années avec une création d'une entreprise. Mais c'est une stratégie de valorisation et de pérennisation de faire le virage vers un entrepreneuriat scientifique pour atteindre des objectifs, de rendre ça disponible et que ça ait un impact. Une partie très importante pour partir une entreprise et aller en commercialisation, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Et pour en parler, j'appellerai Patrice Leclerc à venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrice. C'est plaisir d'être avec vous. Salut, Patrice. Donc Patrice, merci d'être là avec nous ce matin. On est vraiment très heureux. C'est plaisir. J'aimerais que tu fasses ta présentation éclair. Rapidement, en fait, moi, j'ai une formation. Je suis pharmacologue moléculaire, que j'ai fait ma formation ici à Sherbrooke.
Et puis, par la suite, en fait, j'ai travaillé dans l'industrie privée. Je suis revenu à l'université quelques années à l'Institut de pharmacologie et j'ai joint Transfertech Sherbrooke, TTS, en 2018. Et puis, depuis ce temps-là, en fait, je suis responsable, en fait, des inventions de l'Université de Sherbrooke. Je gère le portfolio des inventions en sciences de la vie, santé et aussi inventions, on va dire, connexes telles que Patrick Frankson. Je te demanderais une deuxième chose, c'est de nous faire une présentation éclair de c'est quoi Transfertech? Dans les grandes lignes, en fait, ce qu'on fait, nous, lorsqu'un professeur fait une déclaration d'invention à la suite de ses travaux de recherche, euh, la déclaration d'invention est évaluée par le bureau de la recherche de l'université et par la suite, l'invention nous est proposée. Nous, essentiellement, on fait une évaluation du potentiel commercial. On s'assure aussi ce qu'on appelle la chaîne de titres, c'est-à-dire si l'invention, elle est libre de droit ou s'il y a des droits qu'une tierce personne ou un organisme pourrait avoir sur l'invention. Est-ce qu'il y a des collaborateurs externes? On doit gérer tous ces aspects, on va dire plutôt légaux. Euh, Par la suite, on va regarder la capacité, l'intérêt aussi de protéger l'invention. Patrick, j'aimerais ça savoir l'histoire de Patrice et Patrick. Moi, j'ai découvert Patrice à travers ma première déclaration d'invention et le processus de ça, parce que Frank, on a fait ça. La déclaration d'invention a été faite en 2017. Puis on est arrivé avec un prototype de preuve de concept. Puis s'est dit, C'est quoi un prototype de preuve de concept? Ça ben, va ressembler à quoi? essentiellement, tu as une idée, L'idée mais innovante? tu as l'idée. Puis cette idée-là devient une invention avec une déclaration d'invention. Mais dans notre cas, c'est de façon assez exceptionnelle. On est arrivé avec un prototype. OK. Oui. Donc, à l'intérieur de 3 mois, 3-4 mois, avec Mathieu, Amel, on a réussi à passer de l'idée, du besoin, à un prototype. Et c'est ce qu'on a présenté au comité de brevet de l'université. Et je pense qu'ils nous avaient dit que c'était la première fois depuis leur histoire qu'ils voyaient un inventeur qui arrivait avec un prototype aussi avancé. Est-ce que tu as amené le prototype? Oui, Tu as carrément. amené le On a amené prototype Frank, carrément, c'est ça. l'ancêtre de Frank, la Oui. preuve de concept en 2018. On l'a amené au comité de brevet pour leur dire, ben, c'est ça l'invention. C'est quoi l'avantage de s'incorporer? Donc, par exemple, Patrick, tu as pris la décision Ben, d'aller de l'avant avec d'aller ce de l'avant, projet-là. de là. fonder une compagnie. Ben, je pense qu'il faut voir dans tu sais, de passer d'une innovation, d'une technologie, d'une innovation à un produit et potentiel, à un produit actualisé et à un produit commercialisé. Ben, à un moment donné, la personne qui est au centre de tout ça, c'est souvent l'inventeur. Absolument, oui. Et dans ce cas-là, le modèle initial qu'on avait poursuivi, c'était de faire une licence, donc d'octroyer la propriété intellectuelle à une compagnie qui, elle, allait faire la valorisation commerciale de cette innovation-là. Et dans notre expérience, malheureusement, des fois, les planètes ne sont pas alignées pour ces Oui, compagnies-là. ça Ils se n'ont peut. pas les ressources, ils n'ont pas l'intérêt, ils n'ont pas l'agilité pour amener une invention à un produit. Et c'est dans cette perspective-là que moi, j'ai décidé justement de fonder une compagnie et de financer à travers cette compagnie-là de la recherche partenariale avec l'Université de Sherbrooke, moi, Exact. Exact. pour continuer la maturation de la technologie et l'amener à la commercialisation. Donc, c'est ça un peu l'histoire de faire ça. Et en parlant de partenariat, je pense qu'on a une personne très importante qui pourrait apporter beaucoup à la discussion. Alors, j'inviterais Marie-Claude Battista à venir nous rejoindre. Alors, Marie-Claude, je vais te poser la question. Fais-nous ta présentation éclair. Qui est Marie-Claude Battista? Marc-Claude Battista, je suis PhD, donc mais la directrice du bureau de la valorisation et des partenariats pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke depuis maintenant presque 5 ans. Mon rôle est vraiment d'accompagner les équipes de professeurs, chercheurs et leurs partenaires dans toute la journée entre l'idée qui va atterrir dans un laboratoire jusqu'à l'atterrissage dans les milieux preneurs. Et tout ça, ben, ça passe par des hypothèses de recherche, des designs d'études cliniques, ça passe par des négociations partenariales. Donc, dans mon bureau, on va parler de c'est qui le bon partenaire, pourquoi, négociation de budget, négociation de propriété intellectuelle.
On parle avec les partenaires de l'écosystème également, là. Donc, TransferTech Sherbrooke, c'est un partenaire de tous les jours. Est-ce que tu fais de la formation aussi? Est-ce que tu aides, tu donnes t'as des ressources pour la formation des gens qui voudraient commencer en entrepreneuriat? Oui. À l'Université de Sherbrooke, puis à la faculté de médecine, on a vraiment ce souci de former la prochaine génération d'entrepreneurs. On a un super Exact, exemple c'est là que je m'en aujourd'hui. allais, là. Exactement, on a un super exemple aujourd'hui. Et puis, on veut que les jeunes apprenants, les jeunes talents, en fait, suivent les pas de Patrick, assurément. Donc, on a des programmes, en fait, à l'université, puis on a vraiment mis une priorisation stratégique au niveau de l'université, de la faculté, pour déployer des programmes d'accompagnement pour superviser là, les personnes qui voudraient devenir entrepreneurs, entrepreneuses. Mon rôle avec Patrick, bon, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai Ouais. différents niveaux d'implication. Mon niveau avec Patrick n'était pas tant au niveau de l'accompagnement partenarial, OK. mais plutôt en gestion de propriété intellectuelle. OK. C'est moi qui ai la délégation du doyen pour faire les déclarations de propriété intellectuelle, en soumettre les documents au comité de la propriété intellectuelle, puis à la révision légale. Pour amener une solution sur le marché, ça vous prend, des gens un peu comme Patrick Absolument. qui sont capables de pousser leur idée plus loin. Puis ça m'amène à mon autre question pour toi, Patrick. En fait, on n'est pas né entrepreneur, on apprend à l'être et j'aimerais ça que tu nous parles comment tu as appris à être entrepreneur pour réussir justement à pousser ton invention aussi loin? Ben, on apprend à être entrepreneur. Moi, j'ai toujours eu une motivation de recherche partenariale. Oui. Donc, je suis toujours dans le développement, l'évaluation des technologies. Puis, à un certain moment donné, j'ai dit, ben là, si je veux aller plus loin, de faire de l'entrepreneuriat scientifique, ça serait une avenue. Puis, je me suis rapidement rendu compte que tu naissais pas entrepreneur, tu le devenais. Exact. Et c'est dans cette perspective-là que, avec le support de ma faculté de médecine, des sciences de la santé, je me suis lancé dans un parcours entrepreneurial avec, un bootcamp de 12 semaines, dans un incubateur qui s'appelle le Santec, où j'ai fait mes classes, de l'entrepreneuriat 101, où je me suis fait un peu comme toi, Oui, les c'est ça. pitchs de 3 minutes, 90 secondes, 5 minutes, les appels de clients, toutes les choses. Pendant 12 semaines, j'ai été malmené et je me suis découvert finalement à travers ça. Et à travers cette formation-là de 12 semaines, j'ai pu ensuite, après ça, passer à un niveau supérieur avec une entrée dans un programme qui s'appelle Propulsion, qui est un suivi de 2 ans. On est dans 1 année et demie, 18 mois à peu près sur le 2 ans présentement. Et c'est à travers cet écosystème-là d'incubateurs, d'accélérateurs que moi, je suis allé chercher les compétences et l'expertise en entrepreneuriat. Et ça a été, j'apprends tous les jours et je continue d'apprendre parce que être entrepreneur, c'est très différent que d'être professeur-chercheur. C'est quoi qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus gros défi pour toi? En tant que être entre chercheur et maintenant être entrepreneur? Ben, je pensais qu'en recherche, on prenait des risques, mettons. Un entrepreneur, c'est une coche à part. Et je pensais, tu sais, comme professeur, on est habitué, chercheur, on est habitué de connaître notre sujet, d'être expert, puis de maîtriser tout. Quand tu es entrepreneur, il faut que tu apprennes tout, puis tu le fasses tout de suite. Fait que, Tu te puis lances, tu te let's go. lances à l'eau, puis tu y vas. Puis c'est déstabilisant, surtout pour quelqu'un qui a une certaine expérience puis qui est établi, de commencer puis d'être assis à côté de 36 startups avec des gens comme toi, Mmh. super motivés, dynamiques, avec. Et là, toi, tu es là, puis tu te dis, ouais, je suis je suis pas très bon, moi, là, par rapport à ça. Là. Puis c'est un peu, Un ça petit rend. syndrome d'imposteur peut-être, Un peu un un peu? syndrome Ouais. d'imposteur, puis il est encore présent encore aujourd'hui, mais je pense qu'on apprend à travers cet écosystème-là d'incubateurs, d'accélérateurs, à l'intérieur de le processus de faire et structurer une start-up puis de la mettre en marche. On apprend beaucoup sur soi-même et on apprend, à travers le réseautage qu'on fait. Oui, On va chercher des mentors, on va réseautage, tellement chercher important. et Ouais. je te dirais, c'est une façon très stimulante de se garder engagé, je pense, d'être entrepreneur parce que ça t'amène des défis constants. Puis tu rencontres du nouveau monde, puis tu apprends un paquet d'affaires. Ouais.
Toi, Marc-Antoine, est-ce que tu peux... ton background, c'est peut-être pas chercheur, mais ça reste que tu es devenu un entrepreneur aussi du jour au lendemain. Ouais, je vous écoute parler, je me rejoins beaucoup là-dedans. Est-ce que je suis pas le seul qui a un amour, haine avec l'entrepreneuriat? Tu sais, il y a des matins où on aime ça, puis c'est fantastique, puis d'autres matins, tu dis: «Ah, il me semble ça serait-tu le fun, un job 9 à 5 payé, hein?» Mais c'est ça. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est plein de défis, mais tu sais, les points importants, ils ont été dits. Je pense qu'il faut avoir des belles opportunités, un bon réseau autour. Puis les gens qui partent tout seuls, il y en a qui réussissent, mais la grande majorité ne sont pas capables. Il faut des gens, qui nous encadrent. Puis on n'est pas entrepreneur. Puis combien de fois tu te dis: «Ah, je suis capable de faire ça, je vais sauver de l'argent», mais non, tu sauves pas de l'argent. Tu fais juste arracher le peu de cheveux qui me restent sur la tête. Puis c'est ça. Donc, il faut avoir un bon réseau, une bonne équipe autour de soi. Puis il faut aller chercher l'information, tu sais. Moi, de base, je suis thérapeute du sport, là. J'ai étudié en sciences de l'exercice. On m'a pas appris à monter mon entreprise tout seul, là. Puis en paramédic non plus, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Donc, avec Patrick, je pense qu'on se comprend aussi dans nos réalités d'entrepreneurs là-dedans, là. Un étudiant, si on regarde au niveau étudiant, on a au niveau chercheur, au niveau étudiant, ça peut faire peur, l'entrepreneuriat, parce que c'est facile pour un étudiant qui gradue de dire: «Je vais aller me trouver une job 9 à 5, puis ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat». Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire à ces gens-là qui ont une idée, puis finalement... Assurément, moi, je les vois de plus en plus. Là, on a la chance, là, depuis que mon bureau est établi, de les voir venir nous rencontrer. On a la chance d'avoir des tribunes où les étudiants expriment leur intérêt vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a grandement surpris. Je pensais pas que les gens étaient aussi intéressés à faire de l'entrepreneuriat, mais ils ont la petite flamme là, tellement allumée. Puis souvent, ils sont pas découragés. Ils le savent que c'est du travail, que ça ne sera pas facile. Bon, quand on fait des études graduées là, à l'université, c'est pas facile. Là, on sait que c'est un milieu qui est complexe, mais je pense que ça leur donne un objectif d'emploi qu'on ne connaissait pas avant. Je pense que ce que Marc-Antoine disait tout à l'heure, où quand on entend là, on fait un vox pop populaire là, au sein des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat, ce qu'ils disent, c'est être le maître de Ouais, mon idée, le maître de absolument. mon Ouais. innovation, de De ma vie propulser aussi, tu sais, de ma de... vie, de Ouais. propulser là où moi j'y crois vraiment. Bien sûr, il faut faire des RH, il faut faire des finances, il faut faire. Il y a plein, Patrick l'a dit, du marketing. Il y a mille et une embûches. Il y a des jours que c'est pas facile quand on veut avancer, mais je te dirais que le travail à faire n'est pas d'allumer la flamme, Ouais. Non, mais d'accompagner ouais. pour De l'alimenter, de en fait. l'alimenter, Ouais. exactement, puis donner les bonnes ressources. Moi, avec le bureau, c'est ce que les gens ont apprécié, c'est de dire, il y a quelqu'un, je débarque là, je cogne à la porte, puis ils vont me trouver la bonne ressource pour le besoin que j'ai aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'au moment où la personne nomme un besoin, qu'on y répond, puis que le chemin est complètement dessiné, mais on le fait ensemble. Puis je pense que le ensemble est un peu rassurant également. Puis Patrice, toi aussi, tu fais de l'accompagnement dans ton travail, beaucoup, là. Oui, bien, je Ben, pense que avec moi, ça a été t'en es vraiment très témoin. utile, mais... Et en fait, nous, à Transfert Tech, justement, on n'a pas la chance d'avoir dans toutes les facultés des bureaux comme celui de Marie-Claude qui jette un peu les bases dans l'accompagnement, en fait. Souvent, ben, nous, ce qu'on a essayé de développer de plus en plus, parce que Transfert Tech a décidé, en fait, on pourrait dire consciemment ou inconsciemment, en fait, d'avoir on va dire, un biais favorable vers l'entrepreneuriat. Donc, on se dit, si on est capable de développer les entreprises québécoises, même locales, en fait, c'est souhaitable. Et même si, par exemple, au départ, les retombées économiques sont moins importantes, si on a créé une entreprise qui fait travailler des gens dans le coin et qui fait tourner l'économie, ben c'est gagnant. Puis on a créé peut-être même au final beaucoup plus de valeur. Chose certaine, il y a quelqu'un qui me disait, c'était du bureau de transfert de l'Université McGill, il me disait euh, beaucoup échouent dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde apprend. Absolument. C'est peut-être C'est pas la tellement une belle première expérience. c'est peut-être pas la première Moi, entreprise que vous allez fonder qui va ouais. fonctionner, c'est peut-être la deuxième ou la troisième, mais on apprend énormément de choses qui sont transférables dans un paquet d'autres sphères, mettons du travail, du monde du travail. Patrick, Moi, oui. je dirais que juste revenir un peu sur l'importance ou les opportunités de créer
justement une compagnie, Oui. mais associée à l'université à l'intérieur Oui. d'un parcours Oui. universitaire, qu'il soit étudiant ou professionnel, professeur comme moi, c'est qu'on a accès à des choses que bien des startups n'ont Absolument. pas accès. Oh oui. OK? Ah Fait oui. que c'est de la propriété intellectuelle universitaire sous licence dans une compagnie, d'une start-up. Ça donne accès à des programmes de financement, ça donne accès à un écosystème de professionnels de recherche, ça donne un réseau pour faire du financement, toutes sortes de choses que, comme start-up, en dehors de Ouais. l'université, on n'a pas accès à ça. Il y a accès à Et des expertises. Tu et sais, des Mathieu. expertises et tout ça. Oui. Et c'est pour ça, le succès potentiel de Frank Sim a pour origine toute la maturation technologique que Patrice parlait. C'est de passer de l'idée à quelque chose qui est un produit, qui est devenu un produit commercialisable et que les gens vont acheter. Ça nécessite un peu la traversée de la vallée de la mort, un peu. Ouais. Puis cette traversée de vallée de la mort, elle est beaucoup plus facile à faire, si je peux me permettre, en étant justement à une propriété intellectuelle universitaire avec une compagnie qui est associée, Ouais. parce qu'on a accès à des choses que bien des compagnies n'ont pas pour arriver à faire cette traversée, justement. Quelle serait la vision de Frank Sim pour le futur? Qu'est-ce qu'on... la vision, le but ultime, en fait. Ben, le but ultime, nous, on espère que Frank et la famille de Frank, parce qu'on va avoir Frankie, ça c'est sa femme, et on va avoir Frank Junior. Donc, on va avoir une famille de mannequins de simulation qu'on espère qui va devenir la référence au niveau mondial dans le support à la simulation par entraînement, l'entraînement par simulation pour les soins d'urgence et de traumatologie. Donc, on espère que Frank se retrouve partout dans le monde d'ici 5 ans et ait des impacts dans la formation et l'éducation de ces professionnels-là. Super. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur? Ben, que Patrick ait encore un peu de temps pour travailler sur d'autres projets, parce qu'en général, les projets de Patrick sont assez, je dirais, couronnés de succès. Et bien, puis en fait, tout simplement que l'esprit de l'entrepreneuriat continue à se développer. Tu vois, ce matin, j'avais un étudiant qui me contactait, il y avait des questions avec, je fais un projet avec un professeur, j'aimerais vous rencontrer, savoir comment qu'on fait pour, par exemple, comment qu'on gère tout ça, qu'on l'aide de plus en plus, puis que cet élan-là continue, en fait, parce que ça crée énormément d'opportunités et c'est des beaux porteurs. Les entrepreneurs sont les meilleurs, probablement, porte-étendards de la technologie puis de l'innovation. Parce que souvent, c'est beau de faire une découverte, mais si elle ne sert pas à rien, si elle n'est pas utilisée par des gens, si on ne crée pas l'engouement pour qu'il y ait des utilisateurs, ben, ce n'est pas de l'innovation, c'est juste de la recherche. Claude? Ben, en parlant d'élan, c'est sûr, je vais continuer sur ce que Patrice disait, de continuer notre bâton de pèlerin, de faire promouvoir là, l'entrepreneuriat. Puis je vais rajouter une touche féminine, là, bien sûr, à ce panel en disant les filles et les femmes entrepreneurs, on en a besoin. Il y en a trop peu actuellement. Les statistiques sont pas très glorieuses à cet égard-là. Je pense que c'est moins de 5 à 10 des entrepreneurs qui sont des entrepreneureux. Alors, vraiment, là, on continue de développer ce créneau-là, puis de supporter les entrepreneurs et les femmes en entrepreneuriat. Merci. Très beau message. Mais ce que je souhaite, c'est que Frank soit plus présent, que les gens reconnaissent sa valeur. Puis je pense qu'on a la structure ici qui appuie Patrick dans son développement, dans sa commercialisation. Le produit est très bon, moi j'y crois. Puis on va continuer à y faire attention. Puis comme moi, je crois que mon métier de tueur en série de Frank prend fin. Enfin. Super. Alors, merci à tous nos invités. Merci pour vos témoignages. On espère que la communauté de l'Université de Sherbrooke vont vivre des expériences aussi exceptionnelles que les vôtres. Alors, à la prochaine diade. Alors, Frank, grosse soirée hier, hein? Ça va bien? Pas très jasant, Patrick, ton mannequin Ouais, mais encore, là. il y a une vie assez mouvementée. Il est très actif dans toutes sortes d'activités, puis il y a toujours des accidents. Fait que Penses-tu c'est comme. qu'il a été Ouais, affecté un peut-être petit peu? au niveau neurologique, il est peut-être atteint, on ne sait pas. Là. Peut-être que.